Monsieur Augustin Sodimou, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour cette conférence, cet exposé qui nous a beaucoup nourri. Alors, je note que pour la bonne gouvernance, pour relever les défis actuels, on a besoin de la qualité du politique. Le choix du politique doit se baser sur la qualité de l'acteur politique qu'on veut choisir, qu'on veut retenir pour opérer des orientations et des choix stratégiques qui doivent conduire le pays vers le développement. Je me demande, Monsieur le Président, quelle était la qualité des acteurs politiques que vous aviez en face de vous au moment où vous aviez sorti cette expression que tout le monde répète en disant si la politique doit se faire avec la rage, nous allons la faire. Si elle doit se faire avec la ruse, nous allons la faire. Quel était le contexte? Quelle était la qualité des acteurs politiques que vous aviez en face? Merci. La parole est à M. Jean-Baptiste Elias. Je voudrais remercier Maître Joseph Chobeni parce que il faut faire un bon témoignage. Pendant 26 ans, le FONAC, Fonds des organisations nationales contre la corruption que je représente ici, a été à plusieurs reprises confronté à des procès. Nous avons eu 32 procès, nous avons gagné les 32 procès grâce aux avocats dont Maître Chobeni. Les avocats se sont constitués bénévolement pour le FONAC et il fait partie avec son équipe de ceux qui ont défendu le FONAC pour gagner les 32 procès. On n'a perdu aucun procès. Merci beaucoup. Deuxième témoignage, Maître Chobeni ordonne à la Dati et Hubert Amegbedi qui est à côté de moi ici. Les trois étaient avec nous au niveau de la société civile. Ils nous ont dit, société civile, c'est organe de proposition. Maintenant, nous voulons aller à l'organe de décision. Ils ont été honnêtes. Et ils nous ont dit honnêtement et franchement qu'ils vont là-bas. Je les remercie parce qu'il y a d'autres qui sont assis sur deux chaises, vous le savez bien. Eux, ils sont assis sur une chaise, ils ont choisi. Mais quand Joseph Chobeni, avocat, m'a dit nous irons à l'Assemblée nationale pour défendre le fait qu'on veut enlever aux magistrats le droit de grève, je l'ai suivi. C'est la seule et unique fois que j'ai fait la marche dans ma vie, parce que je n'aime pas souvent faire la marche. Mais lui, je lui fais tellement confiance que je l'ai suivi pour aller à Porte-Novo. Il était en taux et tout. On a défendu et les députés n'ont pas voté en 2015 la loi pour retirer le droit de grève aux magistrats. Mais, devenu ministre de la Justice, 2017, ce problème s'est posé pour retirer le droit de grève aux magistrats. J'ai parié pour dire jamais il ne va pas accepter ça. Voyez-vous ma naïveté. Alors, j'ai parié, je ne te dis pas le montant, j'ai payé parce que j'ai perdu. Tu as fait le contraire de ce que nous disions, je n'ai pas compris ça. Et pour cela, il faut que tu m'expliques. Quand vous allez là-bas, là, est-ce que ça vous change totalement? Non, je ne veux pas. Et
donc, il y a ça là, il faudrait que tu nous expliques. Parce que moi, je n'ai pas compris. Ce qu'on disait avant, ce qu'on faisait avant, et quand tu as dit avec les autres, nous irons là-bas, j'étais sûr que c'est pour aller défendre ce que nous faisons, que ce que nous disons. Mais tu vas le contraire, je n'ai pas compris ça là. Tu vas m'expliquer. Un autre élément, enfin, tu as sorti beaucoup de choses politiques qui ne sont pas vraies. Tu as parlé de 20%. Tu as oublié de parler de 10%. Ce n'est pas que 20%. Or, les 20%, c'est chaque circonscription électorale. Même si tu loupes une seule circonscription électorale, tu n'as plus rien. Alors que les 10%, c'est au plan national. Tu peux avoir 2%, 3%, 4% dans 22 circonscriptions électorales et avoir 98% ailleurs. Tu as les 10% au plan national, tu passes. Ce n'est pas bon. Il faut le dire. Tu as parlé de la lutte contre la corruption. Non, si tu veux, on fera le débat. C'est pas vrai ce que tu dis. Honnêtement, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je suis dans le domaine, tu le sais très bien. On peut en discuter, on peut vraiment faire le nécessaire. On n'a pas le temps de le faire ici même, c'est pas ça. Dernier élément, enfin, tu as parlé des médecins qu'on a recrutés, le tout recruté. C'est très bien. Mais d'autres l'ont fait avant. D'autres gouvernements ont recruté tous ceux qui sortaient directement de l'université dans la fonction publique. C'est donc pas une innovation. S'il vous plaît, faisons attention. Quand nous disons des choses comme ça, il faudrait qu'on puisse les mesurer. Maintenant, pour ce qui concerne la bonne gouvernance, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En ce qui concerne la bonne gouvernance, le Bénin n'a pas inventé la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a des principes. La bonne gouvernance a des valeurs. Nous ne pouvons pas faire une bonne gouvernance propre au Bénin, alors que c'est un terme qui est reconnu par le monde entier. Je vous remercie. La parole est à M. Arnaud Dumont. Arnaud Dumont. Monsieur Dumont. Merci, professeur. J'ai envie de demander qu'est-ce qui ne se fait pas encore de bien aujourd'hui et qui peut constituer un défi pour la bonne gouvernance le temps à venir. Parce qu'à vous suivre, c'est que tout va bien et il faut juste renforcer. Donc au finish, je ne sais pas si on est dans le cadre de la thématique pour laquelle nous sommes là véritablement ce soir. Sauf si on veut rester dans la généralité. Mais si nous devons nous calquer sur le modèle qui se fait aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce que nous avons comme défi véritablement au-delà déjà de ce qui est fait? Et cette impression que j'ai eue m'amène à vous poser la question suivante. À vous suivre également, j'ai pensé que nous avions assisté peut-être à votre vision après Pakistan. Parce que vous avez pensé, vous avez dévoilé dans tel secteur, voilà ce qui est fait, voilà ce qu'il faut faire pour continuer de rester dans sur la trajectoire, sur cette même trajectoire. Et j'ai donc envie de vous demander, est-ce que vous serez prêt à candidater pour la succession après Pakistan? Alors je vais conclure sur la question du code électoral. Sur la question du code électoral, vous avez parlé de 20%. Et curieusement, vous avez associé à cela la question de l'unité nationale que nous avions posée lorsque nous avions eu le cas du Parlement monopolaire par le passé. Lorsque nous allons respecter la question de 20%. Un exemple simple est que peut-être le seul parti d'opposition d'envergure aujourd'hui que nous connaissons, les démocrates, n'arrive pas à obtenir 20% dans une circonscription électorale, malgré les 10% au plan national. Nous allons nous retrouver donc au Parlement avec que les partis BR et UP, sans doute, qui obtiendraient sans doute ces 20%-là, et nous allons nous retrouver dans un système où nous aurons donc un Parlement rempli d'un seul courant politique. Est-ce selon vous, le sens de l'unité nationale? Et de l'autre côté également, si en tout temps, je suppose que le BR et l'UP n'y parviennent pas, et que seuls les démocrates arrivent à obtenir 10% au plan national, 20% dans toutes les circonscriptions électorales, nous aurons donc au Parlement prochain rien que les députés démocrates. Est-ce selon vous le sens de l'unité nationale?
encore que si on peut se référer au sens du Parlement. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu cette question. Merci beaucoup. Merci, M. Koumanou. Honorable Boniface Siaweto. Merci à l'Institut qui nous permet d'être là, qui nous a permis d'être là. Et merci à mon cher maître, professeur, président, que j'ai eu le bonheur d'admirer de loin, de côtoyer à l'Assemblée parce que j'étais rapporteur de la commission des lois, avant d'être avec lui au niveau de la gestion financière du parti. À l'Assemblée nationale, il a permis à chaque député de comprendre de manière très simple tous les projets de loi que nous avions. Parce qu'il faisait une présentation et c'était très pédagogique. J'ai retrouvé la même chose ce soir et je commençais par les clarifications. La clarité, la gouvernance. En réalité, elles sont des bonnes gouvernance. La gouvernance, parmi les principes, il a énuméré un certain nombre, mais la responsabilité et la saturation des besoins. Et la gouvernance ne devait pas seulement au niveau vu par l'État. La gouvernance, c'est même à notre propre niveau. Est-ce qu'on gouverne bien chez nous à la maison? Est-ce qu'on refuse de dépenser sur des vivants? Et quand ils meurent, on va gaspiller des millions. On ne soigne pas les gens quand ils sont en vie, et c'est quand ils meurent qu'on dépense. J'ai eu un conseil local chez moi, les gens ont cherché pendant une semaine 3500 pour l'amener en consultation. Il est mort. Et quand il est mort, on a fait les hommages à l'arrondissement. Dès qu'on a amené le cercueil à la maison, c'est les casiers de bière, les poulets de riz. On a commencé à servir. Il n'est pas encore mis sous la tombe, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Donc la gouvernance, c'est d'abord chacun d'entre nous. Et avant de parler de l'État, et quelqu'un a dit, le sujet orienté et donne l'impression qu'on voit l'action de l'État des gouvernants actuels. Et professeur, président, vous avez bien fait de clarifier les défis. Les défis actuels, il y a des défis internes, il y a des défis externes. Dans la phase de mondialisation d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de ce qui se passe à l'intérieur, qu'on veuille ou non, les guerres qui se font ailleurs, les lois qui sont violées ailleurs. Ça a une répercussion sur ce qui se passe. Nous continuons donc, Madame Djenoudia Badje. Et je vous avoue que je me réjouis parce que le professeur dans son allocution avait dit pour que l'Afrique domine, il faut la formation des femmes. Et l'adage populaire qui le dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et c'est d'ailleurs ce que déjà notre gouvernance essaie de rattraper. Parce que, selon l'article 26 nouveau de la Constitution, je cite, l'homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. Et je crois que c'est dans ce sens que ce que j'appelle un peu bonus, et dans nos circonscriptions électorales aujourd'hui, notre législation a instauré le fait que lorsque dans une circonscription, on choisit tel nombre de sièges, au moins un siège revient à la femme. C'est impératif, c'est important. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Monsieur le Président, mon cher professeur, je voudrais demander. Ah oui, permettez-moi de le dire, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Quand vous prenez par exemple dans une circonscription électorale où il y a par exemple 8 sièges et la loi dit c'est un siège pour la femme. Déjà, j'ai l'habitude de le dire, les hommes quand ils choisissent les sièges, on ne nous invite pas. Peut-être quand tu as la chance, je dirais la chance par ton leadership ou je ne sais quoi, cette place-là, on vous l'attribue, on vous appelle, on l'attribue. Les décisions ne sont jamais prises lorsque les femmes, à l'invitation des femmes. Ce que je voulais demander, c'est comment pensez-vous, monsieur le professeur,
que nos gouvernants peuvent lutter contre l'intimidation des femmes dans l'exercice de leurs fonctions? Ma question, elle est préoccupante. Parce que c'est une question qui taraude l'esprit de la majorité des Béninois. Pensez-vous franchement, Monsieur le Président, que le prochain locataire de la marina, j'allais dire, pourra franchement marcher dans le même état d'esprit que son Excellence le Président Patrice Talon? Parce que, avouons-le, cher professeur, il s'agit de la pérennisation des acquis. L'impératif de la bonne gouvernance, une très bonne thématique qui nous unit ici. Mais, professeur, vous avez l'habitude de parler de la paix compromission pour emmener en fait les citoyens béninois à être davantage responsables. Et de par le passé, on a entendu souvent dire que vous portez la paternité de ce que je pourrais appeler le certificat de conformité dans un environnement où il est important de parler de la bonne gouvernance et au même moment de pouvoir préserver la paix. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Abou, merci beaucoup. Et je voudrais remercier la conférence épiscopale pour le thème choisi. Parce que le thème aurait pu être la bonne gouvernance pour relever les défis. Mais il a été ajouté l'impératif et les défis actuels. L'impératif pour montrer l'impossibilité de remonter, de relever les défis sans la gouvernance. Et la gouvernance actuelle pour éviter les erreurs. Et je remercie le professeur pour nous avoir plongé dans ce thème par ses explications, par la qualité de la conférence. Mais je voudrais le thème gouvernance. Qui en est le détenteur? Parce que souvent on pense qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas. C'est lui qui est le détenteur de la gouvernance, qui la manipule en bonne et mauvaise gouvernance. Mais la gouvernance, c'est moi, c'est toi et c'est nous tous. Et tant qu'on ne l'aurait pas compris comme ça, pour relever les défis, ça serait compliqué. La bonne gouvernance, tout simplement, ce n'est pas un comportement, mais c'est une culture, c'est une refonte profonde de soi, pour désormais agir avec la tête et non avec la poitrine. Et parce que la poitrine qui renferme le cœur, c'est là où il y a nos désirs, nos passions, nos égos, qui parfois nous amènent à des déviances. Et c'est pour cela que ici, il faut que nous comprenions que la gouvernance et la bonne gouvernance, c'est nous tous. C'est tout le monde qui doit le faire. Si nous ne l'avons pas compris comme ça, je pense que les défis qui sont là, aussi bien les défis actuels que demain, on ne pourra pas les relever. Moi, je voudrais vous inviter à le comprendre comme ça, que la gouvernance, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est nous tous qui devons l'appliquer et pour pouvoir relever les défis. Je vous remercie. Merci. Ce n'était pas une question, mais plutôt un apport, une contribution. Monsieur Estorien Stel. Je voudrais d'abord dire mes remerciements appuyés aux conférenciers, le professeur président Diogbenou, qui, dans une certaine clarté, il faut le reconnaître, a présenté son exposé de ce soir. Je voudrais d'abord m'associer à lui et certainement à tout l'auditoire pour reconnaître avec lui que le thème, l'impératif, d'accord. Le thème, l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels, comme il a su le reconnaître à l'entame de son exposé, que tous nous sommes d'accord avec cette assertion et que elle n'est pas discutable, c'est une exigence, ce n'est pas un choix. Cependant,
j'aurais voulu user d'assez de temps, pas autant que lui, pour faire débat sur de nombreuses affirmations qui sont ressorties dans son exposé. Malheureusement, ce ne sera pas possible, mais je voudrais en citer quelques-unes pour qu'il essaye de m'apporter des précisions. Je vous cite, lorsque vous disiez que dans le monde actuel, la force évince le droit, est-ce que vous n'aviez pas, ou du moins vous ne partagez pas des inquiétudes avec moi que si cette assertion venait à prendre cité chez nous, que la force, comme la tendance, vous l'avez observé dans le monde, commence à évincer le droit, est-ce qu'il n'y aura pas une remise en cause de notre thème que nous avons avec vous partagé ensemble pour dire que c'est un devoir, c'est impératif de bonne gouvernance. Vous avez laissé entendre également que la sélection, et ça entrant dans votre peau, vous avez parlé de cette réforme du système partisan, et c'est là que vous avez laissé entendre que ces 20%-là, exclusivement selon vous, amènent à renforcer l'unité nationale. Est-ce que, eu égard à toutes les récriminations que vous observez, eu égard à tout ce que vous entendez ici et ailleurs en ce qui concerne principalement cette mesure, continuez-vous d'être convaincu que nous irons vers l'unité nationale avec ce mode de sélection? Vous avez parlé également du renforcement de la fondation politique, du renforcement de la fondation économique qui doivent nous amener à cette bonne gouvernance. Et c'est là que vous avez parlé des ressources douanières des ressources du moins fiscales qui viennent aujourd'hui en hausse en face des ressources douanières. Moi, je ne partage pas totalement votre avis qui pense que les ressources douanières dans un État, dans un pays sous-développé comme le nôtre, que en renforçant cette, comment appelle-t-on, ces recettes-là dans un pays, on peut aller vers un développement réel. Parce que, comme vous l'avez si bien d'ailleurs précisé et expliqué, lorsque ces recettes-là accroissent, ça veut dire que notre dépendance par rapport à l'extérieur s'accroît. Et alors, pour un pays en voie de développement, pour un pays où le taux de pauvreté et la misère est celui que nous connaissons, ne voyez-vous pas que nous devons travailler à diminuer cette dépendance à l'extérieur? La parole est à M. Théophile. Je vous remercie. Je voudrais à mon tour remercier et féliciter le conférencier qu'on ne présente plus et à travers sa communication, il a confirmé tout ce qu'on sait de lui déjà. Et moi également, je me suis intéressé à prendre part à cette conférence tout simplement parce que je voulais tout simplement savoir qui était à l'initiative du thème et quelles en étaient ses motivations. Et un instant, j'avais pensé que c'est le professeur Diogono lui-même. Mais à la présentation tout à l'heure, j'ai compris que c'est un thème qui est inscrit dans un programme au niveau de l'Institut des artisans de la justice et de la paix. Je voudrais également, à leur niveau, les remercier et les féliciter pour tout ce qu'ils font pour notre pays. Nous savons ce que l'Église a toujours fait pour le Bénin, pour la démocratie au Bénin, pour le vivre ensemble au Bénin. Mais comme j'ai su, je voudrais les inviter, les convier à davantage approfondir ou à élargir les champs d'action. Parce que j'ai eu l'impression à travers ce thème
que le viseur a été braqué sur, disons, un seul aspect de la société, ou une seule composante de la société, les dirigeants. C'est l'impression que j'ai eue. Ce qui est peut-être dans le contexte actuel peut être justifié. Alors, si c'est le cas, je voudrais les inviter également à avoir une vision plus globale de la situation et du thème, la bonne gouvernance. Et je crois que c'est ce que l'honorable a dit. La bonne gouvernance, ça nous concerne tous. C'est d'abord une prise de conscience que personne ne peut régler tous les besoins, enfin, personne ne peut te régler tous tes besoins. Et tous les besoins que nous avons nous-mêmes, nous ne pouvons pas les régler seuls. Ça, c'est d'abord une prise de conscience de cela. Et c'est, je crois, ce que le professeur a essayé de démontrer dans sa communication. Et c'est pour cela que je voudrais que l'Église dirige sa sensibilisation, en tout cas c'est l'éducation de masse, vers la non-stigmatisation des dirigeants. Parce que j'ai entendu dans le mot introductif du père, je crois, Éric, il a dit « l'Église ne stigmatise pas ». Alors, je voudrais également que l'Église ne puisse pas stigmatiser et l'Église continue de faire son rôle, de jouer son rôle d'éducation de masse en faveur disons, du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre. Parce que si vous constatez aujourd'hui dans notre pays, nous remarquons une montée de l'intolérance et de la haine. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Et si nous dirigeants, et sachant que vous êtes, nos interventions, nos conférences ne sont pas dirigées vers l'apaisement, mais plutôt vers des thèmes évocateurs ou équivoques, ça pourrait encourager ceux qui tiennent ce genre de discours de haine. Ça, c'est le premier point. La parole est à M. Abaton. Professeur Joseph, je voudrais saluer votre présentation éloquente, même si je dois reconnaître qu'elle est parfois difficilement digestive, vu votre standing lexical. Personnellement, je vous aime bien sur votre casquette d'intellectuel penseur que celle de militant partisan. Et il faut reconnaître que les deux se chevauchent souvent au point où on n'arrive pas à faire la différence. Vous allez me permettre d'apprécier la bonne gouvernance, la gouvernance, en considérant que l'État est la touche centrale de la gouvernance. Et on dit souvent qu'un État fort qui écrase vaut mieux qu'un État faible qui disparaît. Est-ce que vous pensez comme moi? Pensez-vous comme moi qu'un État n'est fort que par sa population? Je répète, pensez-vous comme moi qu'un État n'est fort que par sa population? Et si alors, pourquoi ne voulons pas abattre une population forte pour avoir un État fort? Que de toujours faire en sorte que le gouvernement s'appuie sur son armée pour rendre l'État fort. Et je pense que cette façon de faire ne rendra l'État fort que pour autant. Je voulais juste avoir votre appréciation sur cette observation. Monsieur Frégis, pardonnez-nous. Ok, merci. Je remercie le professeur pour sa communication. Et aujourd'hui, grâce aux réformes, on peut dire qu'on a au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Ça, c'est grâce aux réformes. Et n'est-il pas nécessaire aussi de penser à la jeunesse comme ça a été pensé pour la femme? Honorable Godenou, pour finir, c'est le dernier intervenant. Je pense qu'on va ouvrir une seconde liste. Je pense qu'on va laisser la parole au conférencier et puis on va conclure, tout simplement. Mais gratitude à l'abbé Éric Aguénonou
qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici. Je voudrais que vous reconnaissiez avec moi l'éloquence dont a fait montre le professeur Joseph Tobin, la vigueur et la force dans ses propos. Cher professeur, merci pour votre brillante communication. Alors, la bonne gouvernance vise à rendre l'action publique plus efficace, proche du bien public et de l'intérêt général, et donc plus légitime. Les indicateurs mondiaux de la bonne gouvernance regroupent 6 dimensions. La première, la voie citoyenne et la responsabilité. La deuxième dimension, la stabilité politique et l'absence de violence. La troisième dimension, l'efficacité des pouvoirs publics. La quatrième dimension, la qualité de la réglementation. La cinquième dimension, l'état de droit. Et enfin, la sixième dimension, la maîtrise de la corruption. Au niveau des 6 dimensions, la deuxième m'intéresse. Avez-vous la certitude ou avez-vous vraiment, disons, vous êtes très sûr de vous-même que la deuxième dimension, celle de la stabilité politique et de l'absence de violence, cette deuxième dimension prévaut maintenant chez nous pour parler de la bonne gouvernance. Monsieur le professeur, beaucoup ont parlé du code électoral. Je ne veux pas m'épiloguer là-dessus, mais juste ceci. L'article 146 nouveau, qui parle de 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Pour élever des sièges sur le plan national, il faut avoir 10%. Au niveau des circonscriptions électorales, il faut venir à 20%. Mais il y a une tricherie politique quelque part. Il faut aller devant la commission, disons la Sénat, pour faire état d'une coalition parlementaire. Aller signer devant la commission. Ça veut dire quoi? Que dans une circonscription électorale, quelqu'un qui a déjà 10% sur le plan national peut avoir 3% et avec son partenaire 17%, ça fait 20%. Et celui qui a peut-être 30% là tombe. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais simplement vous recommander, vous suggérer, professeur, que vous puissiez vous réapproprier les actes du colloque de l'Église catholique. Il y a 11 mois déjà que ça a été, que vous réappropriez ces actes. Enfin, quand on parle des défis actuels, on a évoqué le plan de la santé, l'éducation, mais il y a des défis qui aujourd'hui nous interpellent, notamment les défis sécuritaires avec l'attaque djihadiste. Je ne vous ai pas entendu là-dessus. Il y a des défis environnementaux et écologiques que je ne vous ai pas entendu là-dessus. Vous devez vous prononcer et je vous remercie.